Voilà. Merci Richard de m'avoir proposé ce sujet un petit peu aigu, puisque je suis un farouche partisan des protestatifs. Les Français aiment les protestatifs. Nous étions les premiers prescripteurs dans le monde, et notre amour a été déçu avec l'affaire des méningiums. Voilà un petit coin d'historique. Les premières alertes avec l'acétate de cyprotérone, un peu avant 2010, je reçois une lettre d'un chef de clinique de Haute-Pierre, Sébastien Frelich, qui me dit « Écoutez, je vois quand même quelques méningiomes, c'est des patientes à vous, et vous donnez de l'acétate de cyprotérone. » Bon, oui. Et c'était un petit peu pour nous la première alerte. Ensuite, Sébastien a été nommé professeur à la Riboisière et il a continué à travailler ce problème de méningiome, d'androcure et de protestatif, et nous l'avons travaillé ensemble. Alors, première alerte de l'ANSM, c'est 2018. Vous voyez, on ne pouvait plus prescrire de l'androcure, les patientes ont arrêté le traitement, tout le monde a pris peur, ça donne des tumeurs du cerveau. Ah, on arrête. Alors on s'est dit, pas grave, on a le luthéran et le luténil, on va se reporter sur des copains qu'on aime bien, même si sur le plan anti-androgène, ils sont un peu moins efficaces. On se reporte là-dessus, puis on nous dit 2 ans après, mais non, c'est la même chose. Il y a un risque de méningiome. Ah, vous ne pouvez plus les prescrire. Ah, on a une 3e catégorie, c'est le colprone. Alors, on est tous passés au colprone. Et en 2022, pareil, colprone est dangereux. Il faut arrêter la prescription de ce protestatif. Ensuite, en 2023, une alerte générale. Au nom d'un effet de classe, l'ANSM a envoyé un brûlot complètement délirant en disant « Il y a danger pour tout progestatif et la progestérone ». Ça a foutu le bourdon chez nous, ça a donné la panique chez les patientes et certaines des miennes ont arrêté le traitement hormonal substitutif prenant de la progestérone parce qu'il y avait possibilité de danger. L'ANSM a préféré le principe de précaution aux preuves scientifiques, comme c'est malheureusement souvent le cas. Alors on s'est dit, on en a encore un, c'est le désogestrel. Ah non, il peut aussi donner des méningiomes. Donc vous voyez, nous sommes maintenant à poil. On ne peut plus prescrire grand-chose. Il y en a 2 qui ont un risque inconnu. Le Dienogest, on va voir ce que ça donne dans quelques années, puisqu'il n'a que 5 ans. Et la drospirénone, dont on ne saura probablement jamais son risque, puisqu'elle n'est pas remboursée. Donc la NSM va croiser des dossiers d'affection, donc ce sont les méningiomes opérés, et les prescriptions de protestatifs. Les méningiomes, c'est 40% des tumeurs cérébrales. Et vous voyez, ce sont des tumeurs quand même qui ne sont pas malignes. Et le glioblastome, heureusement, c'est moindre, mais c'est quand même un gros problème. Alors, c'est quoi ce méningiome ? On va commencer par voir. Et pourquoi le protestatif pourrait-il le booster ? C'est des tumeurs d'enveloppe. Donc, le méningiome ne détruit pas. Contrairement au gliome, il comprime. Donc, tumeur des 3 enveloppes cérébrales, d'Urmer, arachnoïde et pimaire. Alors, la spécificité, la particularité de ces méningiomes, ce sont des tumeurs de la base du crâne, et notamment de la base antérieure du crâne. Alors, malheureusement, à la base antérieure du crâne, il y a les nerfs optiques. Donc, attention, c'est pour ça qu'ils sont embêtants. Et ici, les nerfs olfactifs, il y a plein de vaisseaux, il y a beaucoup de nerfs oculomoteurs, pharyngés. Enfin, c'est un endroit extrêmement riche et très difficile d'accès pour un neurochirurgien.
Alors ce méningiome a un sexe ratio. Globalement parlant, 2 fois plus chez la femme que chez l'homme, peut-être parce que la femme a de la progestérone. Alors voilà, le méningiome, réalisons quand même que c'est une affection très fréquente. 1% ont des méningiomes. Alors, soit ce qu'on appelle un incidentallome, à l'occasion d'une IRM ou pour une céphalée, pour n'importe quoi, on vous trouve un méningiome qui ne parle pas, et vous voyez que ce méningiome, seulement dans 8% des cas, va être amené à parler. 70% des méningiomes sont symptomatiques. Donc les signes, il faut bien les connaître, céphalée, épilepsie, vertige, trouble de la marche, trouble oculaire, troubles vocaux, auditifs. Et il se passe tellement de choses à cette base du crâne que ça fait beaucoup de troubles. Si maintenant on regarde de plus près, on ne fait pas la clinique, on fait l'histologie. On regarde les autopsies. 2,8%, donc 3% des gens ici présents, peut-être moi, ont un méningiome. 3%. Maintenant, on va un petit peu plus loin et on regarde les mutations oncogènes. On fait de la génétique. On a une surprise de taille. 80% des méninges saines possèdent des clones cellulaires de mutations oncogènes. Alors ça, c'est assez curieux. Ce n'est pas unique, puis ça s'est retrouvé dans côlon, peau, œsophage, et souvent plusieurs commutations associées. Donc vous voyez, il y a là le terreau du méningiome, et les progestatifs vont tout simplement booster ces clones cellulaires isolés lorsqu'ils existent. Alors, méningiome et hormones. Alors, pourquoi est-ce qu'ils les boostent ? Parce que le méningiome contient des récepteurs à la progestérone, 70%. Quand il y a des récepteurs à la progestérone, le méningiome est moins agressif. Il y a moins de récidives. Tant mieux. Les méningiomes avec acétate de cyprotérone, vous voyez, CPA, 97% de récepteurs positifs, ça c'est bien normal. Ce sont souvent des méningiomes multiples, bien ennuyeux, et situés à la base antérieure du crâne. À l'arrêt, heureusement, régression dans 72%, stabilisation 24%, mais 5% de progression. Cela nous embête. 5% de progression, ça va souffrir. La grossesse. La grossesse protège du méningiome, oui, mais lorsqu'il n'y en a pas, lorsqu'une femme a un méningiome, il accélère sa croissance au cours de la grossesse et il peut y avoir un accident s'il est mal placé, chute de vision, épilepsie. Et l'aggravation par le boost de progestérone est possible la grossesse passée. Mais lorsqu'il n'y a pas de méningiome, la grossesse ou la nulliparité protège, est un facteur protecteur. Donc la grossesse, il y a à boire et à manger. Ah, voilà. Voilà une de mes patientes. C'est Catherine. Alors, intolérance totale au fonctionnement ovarien. Alors, cette nana, je veux pas, oh là, les ovaires, j'en veux pas, elle était mal avec ses hormones. Il fallait absolument un traitement sans règle. En plus, elle avait de l'acné. Allez, acétate de cyprotérone, 12,5 mg durant 15 ans. Oh, comme je travaillais avec Sébastien, je dis, 2016-2017, je vais quand même, elle est là depuis 15 ans, je vais quand même lui faire une IRM de sécurité. Je tombe là-dessus. Un beau méningiome, d'autres petits, mais un beau méningiome d'à peu près 5 cm, totalement asymptomatique. J'envoie les clichés à Sébastien, il me dit « Tu arrêtes, on fait rien. Il n'est pas si mal placé. » Alors on fait rien. Donc la patiente arrête son androcure, elle récupère des règles. « Ah non, je veux pas de règles, il faut me les arrêter, je ne vis plus avec les règles. » Et je lui donne du Luthéran 2. Je ne savais pas à l'époque que le Luthéran faisait partie des méchants, des interdits. Eh bien, le Luthéran 2, ça a bien fonctionné. On a arrêté les règles, 6 mois après, IRM normal, 1 an après, IRM normal, et dans les 5 années suivantes,
IRM normal. Et cette patiente va parfaitement bien, sans règles, et avec son méningiome. En voilà une autre, plus ancienne, que j'ai vue avec Sébastien. C'est malheureusement aussi une de mes patientes. Je l'ai traitée pour un bloc surrénalien en 21 avec un hirsutisme majeur et invalidant. Il fallait se raser tous les jours. Elle ne pouvait plus vivre. Cette patiente, Sébastien l'a opérée 3 fois. Elle a commencé à chuter sa vision, compression des nerfs oculomoteurs. Bref, c'est quand même un méningiome un petit peu agressif. Ces clichés ont fait la couverture de l'Express au mois de septembre 2018, lorsque le fameux scandale de l'Androcur s'est fait jour. Alors voilà 2 exemples. Les provestatifs et la SAD de cyprotérone, ce n'est pas toujours anodin. Il faut... Alors j'ai mis, oui, importance du dialogue singulier versus IA, sachant que Lise allait parler de l'IA, mais je suis rassuré, elle ne nous remplacera jamais, hein. Surtout dans des problèmes comme ça. Donc vous voyez, rapport bénéfice-risque à faire. Il y avait pour ces patientes un grand bénéfice à prendre de l'Androcur, et notamment, vous le verrez, pour Geneviève. Alors ensuite, le premier problème pour moi des méningiomes, c'est la qualité de vie, la façon dont est vécue la tumeur. J'ai souvent constaté une anxiété en dehors de toute anomalie neuropsychophysique. Ce sont des patientes souvent victimes de la technologie de l'imagerie moderne, les vomites américains. Donc ces patientes, on leur a trouvé un méningiome qui ne parle pas, qui ne demande rien, et elles sont tellement angoissées qu'elles ne peuvent plus vivre. Hein, c'est un petit peu l'histoire de Ruth. Malheureusement, j'aurais dû arrêter ou faire une IRM plus tôt. On était en 2017. Elle a eu un méningiome de la taille d'un haricot, encore bien placé, là-haut, donc pas dangereux du tout. On a arrêté l'Androcur, le méningiome n'a pas régressé. On n'a pas régressé. Mais elle en est malade parce qu'elle a une tumeur cérébrale. Elle me reprochera ça à vie. Vous ne m'avez pas prévenu qu'avec l'Androcur, il pouvait y avoir un méningiome. C'était marqué effectivement dans les RCP du médicament, mais il n'y avait pas encore ce que la NSM a fait 1 ou 2 ans après pour prévenir et donner l'alerte à tout le monde. Donc voilà, la qualité de vie, elle peut être très mauvaise, elle ne dépend pas de la taille, elle dépend du psychologique. Et vous voyez Ruth, tout petit méningiome, extrêmement mal vécu. Je crois que pour sa vie entière, elle est persuadée qu'elle a une tumeur, que c'est très grave, et elle n'en dort plus. Par contre, les 2 précédentes le vivent bien. Catherine, avec son méningiome de 5 cm, son Luthéran 2, elle est heureuse, elle n'a aucun signe, elle n'y pense même pas. Elle a un truc de 5 cm, mais on s'en fiche, elle le vit bien. Arrive maintenant Geneviève avec ses 3 interventions, ses 11 méningiomes. Je la vois débarquer dans mon bureau. Bonjour docteur. Bonjour madame, asseyez-vous. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle me dit, écoutez, je viens vous remercier. Vous m'entendez bien? Je viens vous remercier. Vous m'avez donné de l'Androcur. Cela m'a permis de vivre. Cela m'a permis de vivre. Donc vous voyez, malgré ces 11 tumeurs, ces 3 interventions, le fait de la rendre présentable à l'entourage, à sa famille, à la vie sociale, c'était une bonne indication. Donc, quels que soient les emmerdements qu'on peut avoir en médecine, si l'indication est bien posée, il ne peut rien vous arriver. Alors, bien sûr, on est revenu en arrière. L'acétate de cyperone, c'était pour tout et n'importe quoi. Maintenant, il ne reste plus que les hirsutismes réellement invalidants. Les problèmes de la transsexualité posent problème. Il faut quand même, chez ces hommes qui veulent devenir femmes, peut-être avoir encore recours à l'Androcur. Et le cancer de la prostate, c'est en voie de disparition.
Alors ça, c'était pour le méningiome, les progestatifs et des petites histoires. Alors maintenant, la NSM, quels sont les résultats des études? C'est le mérite quand même, nous sommes les seuls au monde à avoir mis le doigt sur progestatif et méningiome. Personne ne l'avait fait auparavant de façon aussi nette. Alors, vous voyez les dernières publications, l'acétate de cyprotérone, risque fois 24. Nomégestrol acétate, le luténil, 7,5, chlormadinone. Ah, la MPA, injectable, risque fois 5. La médrogestone, qui est la surgestone, risque fois 4. La promésone, le luténil. Donc voilà des progestatifs qui sont à l'index pour lesquels, je ne dis pas qu'on ne peut plus les prescrire, mais il faudra faire attention. Alors maintenant, voilà des plus sympas. Le désogestrel, on reviendra dessus tout à l'heure. Ah, le stérilet au lévonorgestrel, pas de risque. La spironolactone, qui est souvent prescrite en relais de l'androcure, pas de risque. Dienogest, on ne peut pas encore l'évaluer parce qu'il y a 5 ans de recul. Les stérilés au cuivre. Ah, le stérilet au cuivre augmente le risque. Ceci simplement pour vous dire que ces études-là sont basées sur des recueils de données qui ne sont pas toujours justes et on ne peut tenir vraiment compte que des écarts importants. Vous voyez, 1,13, je n'y crois bien sûr pas. 24, j'y crois, malheureusement. Et chose très importante pour nous, qui nous occupons de ménopause, la progestérone et la dihydrogestérone, non, rien, ouf, rien, ouf. Alors, suite aux alertes, les patientes ont reçu, toutes celles qui ont eu luténil, androcure, des tas de papiers, attention, attention, c'est dangereux, tumeur du cerveau, bon. Les alertes pour restreindre les prescriptions ont-elles été bien suivies? Eh bien oui. Vous voyez ici, quand vous regardez les mesures d'impact, regardez ici l'androcure, dès 2019-2020, chute drastique des prescriptions, et ici l'utéron-uténine, chute drastique des prescriptions dès 2022. Et vous voyez là qu'on a quand même un nombre d'épargnes de méningiome opérés qui est tout à fait considérable. Alors voilà les recommandations actuelles pour une prescription de ces progestatifs, entre guillemets, un petit peu dangereux, de ces macroprogestatifs. Rien à l'initiation, sauf pour l'acétate de cyprotérone. Pour tous les autres, rien. Après 1 an, IRM. 5 ans après, IRM. Puis tous les 2 ans. Si vous faites ça, vous pouvez prescrire. Alors, le désogestrel. Alors, le désogestrel, donc les autorités de santé chez nous, donc c'est une étude de la NSM, l'étude EPIPAR, 8000 femmes opérées d'un méningiome entre 2000 et 2003, étude cas contrôle. Et vous voyez qu'on a mis dedans aussi des œstroprogestatifs. Alors vous voyez globalement, lévonorgestrel plus éthénylestradiol, pas de risque. S'il y a plus de 45 ans, peut-être quelque chose, peut-être, mais la NSM doute de ces chiffres parce que c'est des petits nombres. Lévonorgestrel, donc c'est un progestatif en continu, très peu employé parce qu'il n'est pas très sûr chez nous, pas de risque. Stérilé au cuivre, encore un petit risque, ils sont curieux quand même là-bas. Alors le désogestrel, celui-là, il vous intéresse parce que c'est finalement celui qui reste. Il reste le désogestrel et puis la drospirénone, finalement, avec effectivement le dienogest. Alors, le désogestrel, vous voyez, globalement parlant, pas de risque. Mais si on regarde les patientes entre 45 et 54 ans, il y a quand même peut-être un petit risque avec un effet duré. Et surtout, s'il y a eu un progestatif antérieur, luténil, lutérin, androcure, et que le désogestrel a été donné en relais, il peut fouetter un méningiome déjà présent. Donc là, il y a un risque. Alors, est-ce que ce sont des risques monumentaux? Eh bien non. 1 cas par an pour 67 000 femmes. Donc il faut quand même raison garder. S'il y a une prise de plus de 5 ans, 1 cas pour 17 000 femmes. Je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est pas grand-chose.
l'acétate de cyprotérone, 1 cas par an pour 40 femmes. Ça n'a rien à voir pour une prise de plus de 5 ans. Donc ne confondons pas les les Américains, entre-temps, se sont dit, tiens, les Français ont trouvé des méningiomes avec les progestatifs, nous, on va faire une étude. Et ils ont fait une étude monstre. 10 millions de femmes, une monstre. 3 centres de données, parce qu'eux ont quoi? Ils ont un progestatif, la médroxyprogestérone acétate. Nous, on en a 9. Non, ils en ont un. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, zut, la médroxyprogestérone acétate, notamment donnée en intramusculaire, risque x4. La médroxyprogestérone acétate, c'est le progestatif le plus... C'est la contraception la plus fréquente dans le monde. La plus fréquente dans le monde. En Asie, en Afrique, c'est tellement plus simple d'avoir une injection tous les 3 mois que c'est ça qu'on utilise. Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas anodin non plus. Alors, vous voyez, les œstroprogestatifs combinés, extrêmement rassurants, réduction du risque. Tout se passe comme si, et je pense que c'est vrai, les œstrogènes et l'éthénylestradiol allaient compenser l'excès de risque du progestatif. Donc, c'est plutôt bien. Les microprogestatifs, ils ne trouvent rien, les implants, rien, le stérilet, rien, des uocruves, rien. Bon, ça, alors on revient sur le désogestrel. Alors, ça m'ennuie un petit peu, cette histoire de risque du désogestrel, parce qu'il y a bien entendu des biais. Le premier biais de prescription que je peux relever, c'est le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est en soi un facteur de risque de méningiome, en soi. Vous voyez, BMI, hypertension, les patientes un peu obèses, hypertension artérielle, vous avez, par ce seul fait, une augmentation de la fréquence des méningiomes. Mais à qui va-t-on prescrire les micropilules progestatives? C'est aux gens qui ont l'hypertension et qui ont un syndrome métabolique, c'est évident. Les céphalées, bien entendu, on n'a pas tenu compte des céphalées. Une patiente qui a mal à la tête, vous lui prescrivez du désogestrel, peut-être plus qu'une pilule œstroprogestative. Oui, mais si cette céphalée masque un méningiome déjà là, vous avez là un biais de prescription énorme. S'il y a un progestatif antérieur, bien sûr, et la parité, on n'a pas du tout tenu compte de savoir s'il y avait plus de nullipares dans le groupe désogestrel. Enfin, dernière chose, l'étonorgestrel, qui est l'implant, c'est le métabolite actif du désogestrel. Aucune étude, avec les milliers de femmes qui les prennent ailleurs, parce que c'est bien plus prescrit ailleurs qu'en France, et notamment l'étude américaine monstre de Xiao de tout à l'heure, ne trouve le moindre risque avec l'étonorgestrel, encore une fois, métabolite actif du désogestrel. Donc, on se calme. On se calme, mais on a des recommandations qui, j'en suis désolé, sont incontournables. Malheureusement, ces recommandations, principe de précaution oblige, prennent en compte le désogestrel, l'implant, et puis le contraceptif contenant du désogestrel et de l'éthénylestradiol. Tout ceci dans le même wagon. Alors, que devez-vous faire à l'instauration d'un traitement, vérification d'un éventuel progestatif antérieur? Pas d'IRM systématique, mais heureusement, sauf s'il y a une exposition d'1 an ou plus à plusieurs progestatifs à risque. Là, c'est quand même beaucoup, parce qu'il y en a un certain nombre. Ça va s'épuiser avec le temps. 1 an. Ou s'il y a bien sûr des symptômes évocateurs de méningiome. Si maintenant vous avez en face de vous une femme de plus de 45 ans, ou traitée plus de 5 ans, informez les patientes de la très faible augmentation du risque de méningiome, réévaluer la pertinence du maintien du progestatif. Et ne passez surtout pas une pilule œstroprogestative, vous risquez une phlébite. Voilà ce que nous dit l'ANT. Donc voilà. Donc ce sont des recommandations que vous devez suivre. C'est comme ça. Alors, les progestatifs ont-ils encore une place? Moi qui suis un accro absolu des progestatifs, je dis oui, mais malheureusement hors AMM, puisque tout ce que j'ai trouvé de bien dans les progestatifs, c'était hors AMM. Moi, là, par exemple, syndrome prémenstruel,
migraine cataméniale, sclérose en plaques, épilepsie, lupus, voilà des patients, des groupes de patientes que j'ai traités et je continue de préconiser pour elles, quand rien d'autre ne marche, les progestatifs, entre guillemets dangereux, en continu, associés ou non à un œstrogène, puisque ces patientes ont des perturbations de cycle. Il faut donc tout bloquer continuellement. Syndrome prémenstruel, oui, on peut donner une pilule, mais ça marche moins bien, on verra ça tout à l'heure. Migraine cataméniale, oui, il faut tout bloquer. On peut donner un microprogestatif, mais ça ne marche pas toujours. La sclérose en plaques, très souvent les patientes ont, avant leurs règles, une poussée physique ou psychique de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques a des symptômes qui marchent avec les règles. Donc il est important, chez les patientes qui ont une SEP, de tout bloquer. Les épilepsies, la moitié des épilepsies chez la femme marchent avec les ovaires, et pour beaucoup, elles sont cataméniales, c'est-à-dire qu'elles se produisent lors de la chute des œstrogènes et de la progestérone autour des règles, et enfin le lupus. Quelques exemples de... Voilà une patiente qu'il faut absolument mettre sous progestatif. Voilà, c'est une vieille patiente, c'était presque 40 ans. Je me tirais la bourre avec Christian Maresco, le neurologue à l'époque, et je lui disais dans les épilepsies cataméniales, je suis meilleur que toi. Toi, avec tes anti-épileptiques, t'es pas bon dans les épilepsies cataméniales. Voilà un exemple où j'ai été meilleur. Voilà une patiente, Christine, première crise d'épilepsie, vous voyez, uniquement rythmée par les règles. Mais elle est dramatique, cette nana. Grand mal, perte de connaissance 20 minutes, morsure de la langue. Mais ça survient 10 fois entre J-2 et J+3. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal de vivre. Tegretol seul, rien. Bon, ensuite, elle tombe enceinte. Rien ne change. On lui remet après du Tegretol. Rien. Alors, je lui dis, ras-le-bol. Je rajoute un progestatif pour bloquer complètement les règles et le cycle. Plus une crise d'épilepsie. Et ça fait 30 ans que ça dure. Alors que le Tegretol ne marchait pas. Pareil, le lupus. Alors, le lupus systémique a parfois des anticorps antiphospholipides, donc ça peut être dramatique. Le lupus a horreur des œstrogènes et du cycle. Donc pour le lupus, il faut tout bloquer. Et là, c'est une étude parisienne où on a donné des prégnanes, donc Luthéran ou Androcur. Et vous voyez qu'avant, quand les cycles spontanés sont là, il y a beaucoup de poussées lupiques. Et quand on donne un produit bloquant, il y en a quand même 2 fois moins ou 3 fois moins. C'est quand même extrêmement encourageant. Hein. Donc ça, c'est les ovaires. Et ça, c'est le blocage. Donc, vive le blocage. Et quand vous regardez les complications, les thromboses, il y en a 10 fois moins, parce que les œstrogènes naturels de l'ovaire peuvent donner des thromboses, et les thromboses artérielles, 3 fois moins. Donc, voilà une deuxième situation où il faut en donner. Je reviens un peu au syndrome prémenstruel. Jasmine. Alors, là, c'est très progestatif dépendant. Alors, on va voir un peu l'effet des progestatifs sur le cerveau. Vous voyez, très frappant, lorsqu'on regarde un progestatif avec le norgestrel, le minidril, aucun effet sur le syndrome prémenstruel. Vous donnez un œstroprogestatif avec la drospirénone, c'est Jasmine, ça marche un peu, pas complètement, mais vous avez un résultat significatif. Alors ça c'est très important, parce que les progestatifs stéroïdes, les progestatifs dérivés des androgènes ou qui ont des effets androgéniques ne sont pas toujours bons pour le cerveau. Ils peuvent donner déprime, anxiété et troubles psychiatriques. C'est rare, mais sachez que ça peut arriver. On comprend maintenant pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ont un effet sur le métabolisme du GABA et de l'allopregnanolone. Vous voyez, le névonorgestrel, là-haut, il diminue l'allopregnanolone cérébrale par un impact enzymatique qui est maintenant bien connu. Et chez certaines patientes prédisposées, ce n'est pas bon. Ça va entraîner des désordres au niveau du système nerveux central. Alors vous voyez que nos 3 progestatifs, qui sont des anti-androgènes, sont quand même bien meilleurs, la drospie, l'acétate de clomène et le normagène de l'acétate. Vous voyez, il n'y a pas d'effet délétère sur l'allopregnanolone et il y a un effet endorphine-like, ce qui fait que ces progestatifs, pour la qualité de vie des patientes, sont quand même mieux.
Alors existe-t-il vraiment, avec ces progestatifs nord dérivés de la testostérone, un effet notoire, significatif sur la déprime et la qualité de vie? On voyait sur les réseaux sociaux apparaître des femmes qui se plaignaient « moi je déprime, j'ai mon Mirena, rien ne va, ça ne va plus ». Pour en avoir le cœur net, les Danois ont fait une énorme étude de cohorte. 1500 Non, 15 000, 150 000 femmes sous progestatifs androgéniques, vous voyez, et évaluées après 1 an. Vous voyez quand même qu'il n'y a pas photo. La forte dose Mirena, risque de dépression x2. La dose moyenne, risque de dépression 50%, et la dose faible 20%. Ce sont d'excellents produits, il faut continuer à les prescrire. Mais sachez que chez certaines patientes prédisposées, il faut faire attention, ça doit faire partie de votre interrogatoire de suivi lorsque vous avez ce type de progestatif. Et puis, si ça déprime de trop, faire autre chose. Alors, les troubles de l'humeur. Alors, moi, je dis que quand on donne un progestatif qui bloque complètement les ovaires, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de troubles de l'humeur, probablement par œstrogène zéro. Certaines patientes ne supportent pas les œstrogènes zéro. Donc, moi, je dis que quand on donne un progestatif antigonadotrope, dans les indications résiduelles que je citais tout à l'heure, il faut savoir rajouter un œstrogène. Tout simplement, c'est la qualité de vie. Il y a des patientes qui supportent très bien un œstrogène très faible et d'autres pas du tout. Vous rajoutez un œstrogène, eh ben ça va mieux, l'humeur va mieux. Il faut peut-être rajouter aussi un œstrogène parce que la libido ira mieux. Certaines vont s'en plaindre, d'autres pas. Et il faut rajouter peut-être un œstrogène parce qu'il pourrait y avoir, à la longue, avec un progestatif qui bloque tout, des problèmes d'ostéoporose. Donc, l'effet des progestatifs donnés seuls est parfois néfaste sur le système nerveux central. Je voudrais juste terminer par cela, puisque ce sont les 2 seuls produits que dans la salle vous maniez le plus et couramment. C'est donc la drospirenone, c'est le désogestrel et Slinda, la drospirenone. Alors, cette étude, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Elle vous met pratiquement jour par jour le taux d'œstradiol résiduel sous ces progestatifs. Alors, vous voyez, l'idéal, ce serait autour de 50. Quand on donne un microprogestatif, on aimerait bien être autour de 50. La femme a un peu d'œstrogène, elle va bien. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de femmes qui se trouvent très près de zéro, même avec Slinda, très près de zéro. D'autres qui se trouvent avec des taux d'œstrogène très excessifs, vous voyez. Et c'est vrai que si vous avez une patiente qui a mal au sein, qui saigne et qui est excitée, vous lui donnez, par exemple, du désogestrel, elle doit être là-haut, dans ce groupe là-haut. Une autre patiente est déprimée, ne va pas bien, très probablement qu'elle est dans le groupe du bas. Elle n'a pas assez d'œstrogène. Surtout, gardez-vous de faire un dosage. Interdit. On ne soigne pas un dosage, on soigne une femme qui souffre. Encore une fois, il y a des femmes avec 10 picogrammes d'œstradiol qui vont très bien, d'autres avec 200 qui vont très bien. Et avec ces mêmes chiffres, certaines vont déprimer et d'autres auront mal au sein. Donc, en fonction de ce qu'elles disent, vous savez où elles sont. Et moi, je dis, quand une patiente a mal au sein, saigne et qu'elle est sous désogestrel, rien ne vous empêche de rajouter un demi-comprimé ou un comprimé, donc elle aura 1,5 ou 1, tout simplement pour descendre le taux d'œstrogène et faire que le produit soit mieux supporté. Ce n'est pas interdit d'augmenter un petit peu la dose. À l'inverse, une patiente sous ces microprogestatifs n'est pas bien. Oh là, je suis fatigué, je déprime, oh là, ça ne va pas. Rien ne vous empêche de rajouter un peu d'œstrogène, surtout Péros, pour la mettre de là en bas, autour de 50, et faire tout simplement qu'elle soit mieux. Donc, il faut apprendre à jouer avec les traitements. Donc voilà, prescrire des progestatifs en 2016. Pour moi, en médecine, on peut tout faire, même au RAMM.
J'ai eu quelques casseroles, mais vous avez vu que les patientes étaient, malgré mes 2 casseroles, montrées plutôt contentes. Et l'important, c'est une bonne indication. L'important, c'est la discussion du rapport bénéfice-risque. L'important, c'est la décision partagée avec la patiente. Si vous faites ça, vous aurez gagné. Merci. Bravo. La passion, on sent la passion qui est restée intacte, ça fait vraiment plaisir. Tu es vraiment l'orateur parfait pour le topo de 15 heures. C'est en général à ce moment-là qu'on fait la sieste. Et par sa communication, qui est parfois théâtrale, il faut le dire, parfois il se met à crier, il nous réveille tous, il est incroyable, quoi. Rien à voir avec le e-learning. Ça, en fait, spectacle vivant à Colmar, c'est pour ça qu'on est là. Ça fait plaisir, Gabriel, bravo. Alors, je sais que Gilles avait une question tout à l'heure, je vais te passer le micro, tu voulais poser une question ? C'était quoi? Non, moi, j'avais pas de question. Mais à force, on ne sait plus quoi leur donner, mais il y a rien de parfait, de toute façon, en hormones. C'est un problème de bénéfice-risque. Est-ce que le GEMVI a fait une fiche d'information, tu sais, ou le collège, pour l'histoire du méningiome, tu vois, pour les projectifs? On a une fiche qui est bien faite, qui est réactualisée, ou d'information des risques pour les patients, tu sais, les fiches... Sur le site de la NSM, vous avez tout. Parfait. Ah. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que la voie vaginale donne le même risque de méningiome pour le progestan, par exemple? La progestérone naturelle n'a aucun sur-risque de méningiome, quelle que soit la voie. Aucun. Pourquoi tu veux en créer? Il n'y a rien. Ah bah oui, ce qui compte, c'est le taux plasmatique. On a pu donner aussi la pilule par voie vaginale. Ça marche. On peut mettre la pilule par voie vaginale. Ça marche. Mais ça marche parce qu'il y a un taux plasmatique bloquant. Ben, par voie vaginale, il y aura un taux plasmatique méningiomant. Je pose la question à cause du GABA dont tu parlais, puisque pour le progestan, la voie vaginale, c'est la progestérone naturelle, ne donne pas les mêmes effets d'hypersomnie, puisque le GABA n'agit pas de la même manière. C'est pour ça que je pose là, la tu question. pars sur la... On est bien d'accord. Donc, la progestérone ne donne pas de méningiome, mais si on veut avoir l'effet anxiolytique et l'effet somnifère et l'effet calmant, il vaut mieux la prendre péros. Si on veut avoir, en donnant de très fortes doses, l'effet tenue de la grossesse ou maintien du corps jaune en FIV, vaut mieux la donner en vaginale, sinon elle va dormir toute la journée. On est bien d'accord. Gabriel, le problème du désogestrel, c'est quand même dramatique. Je veux dire, alors on peut donner des œstroprogestatifs, mais effectivement, il y a des phlébites qui sont derrière. Une femme qui vient d'accoucher, on lui donne tous du désogestrel. Est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher, il faut lui continuer à en donner? Mais oui, non, mais d'accord, mais tu dis, je vais continuer à en donner, mais tu dis, il faut prononcer le mot méningiome. Je peux pas, moi. Je peux pas parler de méningiome à une femme qui vient d'accoucher, à qui je prescris du désogestrel. Renseigne-toi. Pour moi, le message le plus important, c'est de se renseigner sur les progestatifs antérieurs. Quelqu'un qui vient te voir pour du nogestrel et qui a eu 10 ans de luténil forte dose auparavant, fais-lui peut-être quand même une IRM. Point barre. Renseigne-toi sur ça. D'accord, mais les autres, tu leur dis quoi? Hein? Tu leur dis quoi? Tu leur dis quelque chose ou tu leur dis rien? C'est la faible risque. Là, un risque, faudrait pas prescrire 17 000... Tu peux tout à fait choisir de dire « je prends sur moi de ne rien dire ». Voilà, je t'approuverai. Mais on a des recos. Alors tu les suis ou tu les suis pas, mais il faut les connaître. Moi, les recos, que de fois je les ai pas suivis, je m'en tape. Hein. Merci beaucoup. Bravo.